Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h à la une aujourd'hui. Violence à l'égard des mineurs, nous parlerons de la pédophilie qui touche chaque année 26 000 enfants chez nous. Face à ce crime, la société civile ne cesse de se mobiliser pour une meilleure prise en charge judiciaire et psychologique. Une foire régionale à Gerada pour promouvoir les produits de l'artisanat. Une centaine d'exposants s'y retrouvent, tous animés par la volonté de commercialiser leurs produits, marqués par la diversité et le talent des maîtres artisans. Toute la saveur du Pérou au Maroc, le festival de la gastronomie péruvienne revient pour une 5e édition et gratifie des convives en quête de nouvelles expériences culinaires. Dégustation du meilleur des mets péruviens en fin de ce journal. Une série de textes adoptés au Conseil du gouvernement, tenus ce matin sous la présidence de Sadil Etmani. Parmi eux, le projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Le chef du gouvernement a précisé que ce texte revêt une grande importance dans la mesure où il permet de lutter contre ce crime et contre toutes les infractions y afférentes, ajoutant que la lutte contre le blanchiment des capitaux est l'un des mécanismes de lutte contre la corruption en général. Également au menu du Conseil, l'adoption du projet de décret portant sur les conditions et la procédure d'octroi des équivalences des diplômes de l'enseignement supérieur et un projet de loi portant approbation d'un accord multilatéral entre les autorités compétentes sur l'échange de déclarations par pays. Direction Marrakech où l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif a été primée hier soir dans la catégorie Action sociale de la 4e édition du G2T Global Awards. Cette distinction se veut une reconnaissance des efforts déployés par l'agence en faveur de la protection de la ville sainte d'Al-Quds et du soutien du peuple palestinien conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds. Lancé en 2016, le prix vise à renforcer les réalisations et à encourager l'excellence en matière d'initiative et de gestion dans les différents domaines à l'échelle arabe. Autre récompense, Banque Al Maghreb obtient la certification ISO 37001 relative au système de management anticorruption pour l'ensemble de ses processus, métiers et supports. Cette certification qui fait suite à l'audit réalisé par Eurocompliance, un des cabinets accrédités pour délivrer la certification, vient renforcer les actions entreprises par la Banque centrale du Royaume en matière d'éthique et de déontologie en la dotant d'un dispositif de lutte anticorruption intégré et structuré. Des situations de conflit. Une alliance industrielle qui veut du bien à l'Afrique, c'est le nouveau pacte conclu entre Aqua Group, acteur majeur de l'énergie au Maroc, et Chevron, leader mondial et numéro 2 américain du pétrole et du gaz. Les deux groupes ont dévoilé leur nouvelle stratégie pour le continent, du win-win pour consolider la place du Royaume en tant que hub africain pour les lubrifiants. Sarah Katir. Deux groupes majeurs de l'énergie, l'un au Maroc, l'autre aux États-Unis, dévoilent leur nouvelle stratégie pour l'Afrique. Une stratégie qui porte essentiellement sur la production locale de lubrifiants et leur exportation depuis le Maroc vers 14 pays en Afrique. Le premier axe, ça sera la fabrication de l'ensemble de la gamme des huiles Chevron au Maroc, donc au niveau des unités locales. Le deuxième axe, c'est l'exportation des lubrifiants avec une exclusivité vers les 14 pays africains. Donc ça vient renforcer la dynamique de développement en Afrique. Le troisième axe, c'est la construction et la mise en place d'un hub de commercialisation d'huile de base qui va servir à la fois pour le Maroc et pour les pays africains. Ça a commencé déjà en 2006, donc on est en 2019, donc imaginez le délai pour vraiment concrétiser un partenariat entre Aqua et Chevron. Il faut bien s'imaginer que Chevron, une des plus grandes sociétés américaines, s'allie avec Aqua, une des plus grandes sociétés marocaines, pour travailler ensemble et explorer l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Le partenariat prévoit également la construction au Maroc d'un hub africain pour la commercialisation de ses produits et la mise en œuvre d'une nouvelle plateforme de production et de logistique.
Focus sur un sévice qui menace les plus jeunes, la pédophilie, un crime insoutenable face à ce mal qui ronge de nombreuses familles et leur progéniture. La société civile ne baisse pas la garde. Grâce au soutien d'associations, les familles d'enfants victimes de sévices sexuels bénéficient d'une meilleure prise en charge judiciaire. Ces drames en série relancent le débat sur l'urgence d'un durcissement des peines à l'encontre des agresseurs. Un appel émis par la société civile dans ce reportage signé Abdelhamid Jebrani et Yassine Morafiq et Messi. Son cas est loin d'être une exception. Du haut de ses 10 ans, cet enfant retrace un sordide épisode traumatique dont elle n'est pas sortie indemne. Sous le regard éploré de sa maman, et se remémore pourtant les détails des atrocités qu'il a endurées il y a de cela 2 ans. Son violeur, un voisin de 70 ans. Le présumé pédophile est aujourd'hui sous les verrous. Un homme âgé me guettait dans mon chemin vers l'école et me demandait de l'accompagner dans son domicile avant de commettre son acte. Je demande aux filles et aux garçons de faire preuve de méfiance pour être à l'abri des agressions. Cet incident a bouleversé notre vie. Son papa et moi sommes profondément heurtés par la cruauté de cet individu. Les riverains sont tout aussi scandalisés. J'espère que justice soit faite pour que cet agresseur reçoive la plus sévère des sanctions. Un récit glaçant qui récapitule de longues années de calvaire. Alors âgée de 8 ans, la fille était sous l'emprise de son agresseur qui la violera à plusieurs reprises. Des sévices en récidive dont elle porte encore les cicatrices. Suite à l'intervention de la société civile, la famille de la victime a pu recourir au service d'un avocat. Une première audience est prévue dans quelques jours. Il ne s'agit malheureusement pas d'un cas isolé. Nous recevons des centaines d'enfants en détresse suite à des agressions sexuelles. Nous demandons aux parents de ne pas sombrer dans le silence. La justice est à leur service et protège leurs droits. Le législateur prévoit de lourdes sanctions à l'encontre des agressions contre mineurs. Les peines peuvent aller jusqu'à 20 ans de prison ferme. Des cellules assurant la prise en charge des enfants victimes de violences sont mises en place au niveau des tribunaux. Les agresseurs risquent gros. Le viol est passible d'une peine allant de 5 à 10 ans d'emprisonnement, alourdi si la victime est mineure ou présentant une incapacité physique ou mentale. Une répression pourtant jugée clémente par la société civile qui réclame un durcissement des condamnations aux actes d'harcèlement ou d'abus sexuels exercés sur mineurs, mais surtout un suivi psychologique à même de soigner, sinon atténuer un mal à vie. À l'international, depuis 2 mois maintenant, pas de répit des violences en Irak. Au moins 15 manifestants ont été tués dans une ville au sud de l'Irak, reprise en main par un militaire après l'incendie du consulat du voisin iranien dans la ville sainte chiite de Najaf, ce qui marque une escalade dans le mouvement inédit de contestation du pouvoir. À Nasiriyah, foyer de toutes les révoltes de l'histoire du pays, depuis tôt ce matin, le son des tirs ne cesse pas. Les forces de l'ordre, décidées à mettre un terme à la désobéissance civile, tentent de reprendre 2 ponts que les manifestants occupent depuis 3 jours. Non loin de l'Irak, en Syrie, 2 soldats turcs ont été tués par des obus de mortier tirés sur leur poste à la frontière syrienne dans le sud-ouest de la Turquie. Les forces turques ont répliqué par des tirs en direction de la région d'où l'attaque a été menée hier dans la soirée. Des sources militaires citées par les médias turcs ont imputé l'attaque aux forces kurdes, des unités de protection du peuple. Également à la une ce jeudi, le bilan du meurtrier séisme qui a secoué l'Albanie, le plus puissant depuis près d'un siècle dans le petit pays balkanique. Le bilan est monté à 40 morts, dont des familles entières emportées par les secousses. Les secours aidés d'équipes de spécialistes venus de toute l'Europe continuent de fouiller les décombres à Dur, localité touristique de 400 000 habitants sur l'Adriatique.
La tension monte entre la Chine et Hong Kong. La police hongkongaise a pénétré après un siège de plusieurs jours sur le campus dévasté de l'université polytechnique et a entrepris de collecter les cocktails Molotov et autres matières dangereuses abandonnées par les manifestants pro-démocratie. Ces heurts sont les plus violents depuis le début de la contestation en juin, à la suite du rejet d'un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale. On reste dans la région, dans la péninsule coréenne, où l'armée sud-coréenne affirme que la Corée du Nord, voisine, a tiré 2 projectiles non identifiés, 2 projectiles tirés en direction de l'Est depuis la province du Hamgyong du Sud. Ils sont tombés dans la mer du Japon. Ces nouveaux tirs interviennent au moment où les négociations sur le nucléaire entre Pyongyang et Washington demeurent dans l'impasse. Retour à ce qui fait la une chez nous, cap sur Jarada, où une foire régionale de l'artisanat a ouvert ses portes en début de semaine, avec la participation d'une centaine d'exposants venus présenter et commercialiser leurs produits. La foire jette son dévolu sur la formation en artisanat comme pilier du développement économique. Rachid Latabi, Zakari Mokembila. Kaftan, blouse wujdi et costumes traditionnels emblématiques de l'oriental. Les stands du textile connaissent une forte affluence des visiteurs en quête de culture et de spécificité de la région. Plusieurs associations et coopératives présentent leurs créations et leurs dernières collections dans cette foire régionale, vitrine de promotion de produits et de savoir-faire authentiques. La blouse aoujdia rencontre un succès grandissant auprès du public. De nos jours, cet habit traditionnel est très apprécié malgré une certaine atonie. Depuis 4 ans, ce produit connaît un véritable essor. Ce salon nous offre l'opportunité de faire connaître nos produits et de gagner de nouveaux clients. C'est aussi une occasion de rencontrer d'autres artisans et professionnels. Plus de 100 exposants issus de différentes villes et communes de la région de l'Oriental et d'autres régions du Royaume prennent part à cet événement. Une diversité de produits d'artisanat avec des articles variés allant de simples objets d'art aux costumes traditionnels et produits utilitaires, en plus des produits de terroir. À travers l'organisation de cet événement, nous voulons promouvoir le développement de Jarada. Il y a une grande diversité de produits réalisés par des artisans talentueux de la province qui excellent dans les métiers de l'artisanat. Des habitants de la ville sont aussi venus en nombre. Avec quelques 64 stands, la foire régionale de l'artisanat de Jarada contribue à valoriser les produits de l'artisanat et améliorer le revenu des artisans. Cet événement entend aussi favoriser l'échange et permettre aux professionnels de la région de s'ouvrir sur d'autres nouveautés et techniques utilisées dans ce domaine. C'est un festival qui amène la gastronomie péruvienne dans nos assiettes et pour la 5e année à Casablanca. Je vous parle du festival de la gastronomie péruvienne, une expédition culinaire doublée d'un voyage sensoriel dans lequel chaque ingrédient est en provenance directe des Andes. Dominique Orlando. Et si se retrouver tous autour d'une table était le vrai moyen de communiquer et d'échanger? C'est la formule que réussit à appliquer depuis aujourd'hui 5 années l'ambassade du Pérou au Royaume du Maroc et l'ensemble de leurs excellences qui se sont succédées. Nous sommes en Amérique, probablement les héritiers de la culture la plus ancienne du continent et nous cherchons à travers notre gastronomie à faire découvrir quelques facettes de nos coutumes, de nos traditions et des produits typiques du Pérou. Soupe de langoustine, ceviche à la crème de rocoto et maïs ou thon façon tiradito, autrement dit un émincé de poisson au citron et piment. Tous les poissons ont été sélectionnés ici même au Maroc pour établir le menu de ce soir. Ce sont des produits très frais, le plus frais possible car le repas sera très consistant. Pour tous ceux qui ignorent les subtilités ancestrales de la cuisine péruvienne, d'ici peu devrait ouvrir à Casablanca le premier restaurant cuisine du Pérou.
Pourquoi est-ce qu'on monte un restaurant péruvien? Parce qu'aujourd'hui, la cuisine péruvienne est une cuisine extraordinaire. Elle est considérée comme une des meilleures gastronomies au monde. C'est une cuisine qui est super goûteuse. Une valse gastronomique qui fit dire à beaucoup de convives que ce dîner-là, c'était effectivement le Pérou. Je pense que c'est une excellente démonstration de ce qu'est la cuisine péruvienne, à la fois riche et variée. Certes, nous avons des restaurants péruviens à Portland dans l'Oregon, mais rien à voir avec la qualité du menu de ce soir. C'est joli, moderne et en même temps assez pimenté. 2 jours supplémentaires sont prévus à Casablanca dans le cadre de ce 5e festival gastronomique péruvien. Et on termine sur des images pour le moins insolites, au droit sorties de la Maison Blanche. Comme le veut la tradition, chaque année le président américain libère une dinde dans le pur esprit de pardon de Thanksgiving. Un moment de joie et d'humour partagé en live par le chef d'État et ses compatriotes. Les dindes graciées trouvent nouvelle demeure dans une ferme en Virginie, selon la Maison Blanche. Hereby grant you a full and complete pardon. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Nadia Modène. À demain, 19h.